En République démocratique du Congo, les contrôles de constitutionnalité des lois par une juridiction spécialement désignée semblent traduire la préoccupation du constituant. On note cependant qu'attendue depuis plus de 5 décennies, la Cour constitutionnelle n'est définitivement installée après une longue période d'hésitation marquée par l'absence de volonté politique et les refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants. Devenues congénitales, voire systémiques, les institutions concernées par la désignation des membres de la Cour constitutionnelle s'octroieront 9 mois en violation de la même loi pour rendre publique la liste des juges devant former la première composition de la juridiction. Rien d'étonnant, les spectres de voir dans l'installation de la nouvelle Cour un début d'institution d'un gouvernement des juges aurait été à la base du laborieux processus de la loi organique et la mise en place effective de la juridiction. La Cour constitutionnelle a une genèse. Elle est le produit d'une histoire. Elle ne tombe pas du néant. Elle a un cheminement historique que nous allons retracer à travers cet élément. L'acte du jour. Instituée par la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Lulabour du 1er août 1964, l'avait tour à tour prévu, mais à un degré d'organisation suffisamment varié. Bien que prévu, la Cour constitutionnelle ne fonctionna pas parce que son installation projetée ne fut pas réalisée. Ensuite, les mécanismes transitoires mis en place se sont avérés inopérants. Quant à la constitution de Lulabour, elle ne fit pas long feu. L'ordre juridique qu'elle avait établi fut bouleversé un peu plus d'une année après sa mise en application par la proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965. En dépit de ces coups d'état militaires, la constitution du 24 juin 1967 reprit l'institution de la Cour constitutionnelle à côté d'une Cour suprême de justice, comme ce fut le cas de la constitution de Lulabour. Mais à l'instar de ses prédécesseurs, cette Cour de 1967 ne fut pas non plus installée. Seules des ordonnances-lois furent adoptées suite à la réforme judiciaire induite par la constitution dite révolutionnaire. N'ayant pas été organisée, la Cour constitutionnelle dut être supprimée en pleine crise économique internationale lors de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 et ses compétences furent dévolues à la Cour suprême de justice. Historiquement, ces 3 cours étaient déjà les 3 sections qui constituaient la Cour suprême de justice. Il y avait à la Cour suprême de justice la section constitutionnelle, la section judiciaire, que nous allons désormais appeler cassation, et puis la section administrative qu'on va appeler Conseil d'État. La révision constitutionnelle de 1974 consacra ainsi une première métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise. Il ne s'agissait plus d'une justice spécialisée inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle. Ce fut désormais une justice qui devait rendre une juridiction judiciaire un peu comme dans les systèmes américains d'une puissante Cour suprême de justice. Mais à la différence de celui-ci, les modèles congolais ne correspondaient pas à un système de contrôle diffus de constitutionnalité, car bien qu'étant une juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour suprême de justice disposait formellement du monopole d'administration de la justice constitutionnelle. La Cour suprême, telle qu'elle a continué à fonctionner, faisait fonction selon que la matière portait sur la Constitution, portait sur
le conflit judiciaire ou portait sur un conflit, un contentieux administratif, nous mettions dans nos actes qu'on mettait Cour suprême de justice faisant fonction de Cour constitutionnelle, Cour suprême de justice faisant fonction de Conseil d'État, Cour suprême de justice faisant fonction de Cour de cassation. Autant dire donc que les modèles congolais présentaient un caractère mixte, tirant parti des éléments du modèle européen et du système américain. Le seul Français que je connais qui est venu pendant que les Congolais discutaient de la Constitution, c'était Pierre Mazeaud, qui à l'époque était président du Conseil constitutionnel. Dites-vous bien, il n'a jamais été constitutionnel, c'est un privatiste. Jean-Louis, je ferai tout pour que le Congo n'ait pas une cour constitutionnelle. Le Congo doit avoir un conseil constitutionnel. Parce que on n'avait pas besoin des personnalités indépendantes. Je n'étais pas encore prof. J'ai vu 4 de mes aînés professeurs. 2 prenaient note de ce que disait Mazeaud comme des simples étudiants. 2 sont décédés, 2 sont en vie. Le seul qui a dit à Mazeaud que le Congo ne mérite pas un conseil constitutionnel, c'était bien moi. Je lui ai dit, grand frère, le Congo aura sa cour constitutionnelle. Malgré les difficultés qu'on peut par-ci, par-là épingler dans le fonctionnement de cette juridiction, vous devez être fier d'avoir une cour constitutionnelle dont les décisions sont impératives et s'imposent à tous. Quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité. Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception. Donc, les Congolais doivent être fiers d'eux. C'est ce modèle qui a prévalu de manière inchangée jusqu'à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci consacra en ses articles 149 alinéa 2 et 157 la résurrection de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le constituant de 2006, voulant s'arranger sur l'ordre de justice tel que ça existe dans tous les États modernes, on a juste décidé d'éclater les 3 sections en 3 cours distinctes. Et pour cela, il a fallu des lois organiques. C'est ainsi que depuis 2013, depuis plus exactement le mois de février 2013, la première loi organique qui est sortie organisait la Cour de cassation. Depuis 2013. Et puis toujours dans l'année 2013, une deuxième loi organique qui organisait la Cour constitutionnelle. En 2016, enfin, une troisième loi organique qui a organisé le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, donc on appelle Conseil d'État. Pour les constituants, son œuvre est fondée sur 3 objectifs, à savoir la recherche de l'efficacité, de la spécialité et de la célérité dans le traitement des dossiers. Par conséquent, il vient de donner un écho favorable aux propositions doctrinales en faveur de la déconcentration du contentieux juridique congolais. Nos compatriotes vont sentir eux-mêmes effectivement la différence parce qu'à ce moment-là, on gagne en célérité de connaissance des dossiers. Et puis, pour le magistrat, il est plus facile de se spécialiser à la recherche documentaire. Parce que vous savez, cassation, tout comme toutes ces lois, à notre niveau, ce n'est plus quelque chose qu'il faut faire selon les réflexes des juristes. Il faut pour chaque cas se référer au texte. Mais alors si maintenant, jusque-là, on devait se référer au texte pour savoir ce qu'il y a dans la Constitution, se référer au texte pour être précis au niveau judiciaire, et se référer au texte pour, vous savez, intellectuellement, c'était un travail intense. Mais avec cette spécialisation, le magistrat sera plus efficient, il sera plus utile, et on sentira même la qualité de son travail qui sera fait. Il y aura un temps proche de la prise des affaires en délibéré avec
la décision à intervenir pour le bonheur des justiciables. Si l'institution Cour constitutionnelle n'est pas une innovation pour la République démocratique du Congo, en revanche, les constituants de 2006 lui a doté, quant à son organisation et ses compétences, d'une grande originalité. Les gens, lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, on ne voit que le politique. Non. Dans le fonctionnement de l'État, tout État moderne, tout acte que vous posez doit avoir son fondement sur la Constitution du pays. Et lorsque un ministre, lorsque même le magistrat lui-même ou toute autre autorité publique pose un acte qui n'a pas son origine, qui n'a pas ses assises, ses racines dans la Constitution, tout citoyen ou toute personne concernée par cette mesure administrative peut constater que l'acte qui vient d'être pris viole la Constitution. Alors à ce moment-là, il faut qu'il y ait bien quelque part un organe spécialisé qui s'occupe de tout ce recours à l'inconstitutionnalité. Donc en dehors de confirmer les votes et les élections, la Cour constitutionnelle au quotidien a un grand travail de l'examen des constitutionnalités des actes que tous les concitoyens posent, les concitoyens chargés de l'exercice d'un mandat public. Sur le plan des compétences, la Cour constitutionnelle constitue avant tout une autorité constitutionnelle dans de nombreuses matières où elle doit statuer sans qu'il y ait véritablement un conflit juridique. Sous d'autres cieux, on est vraiment en face d'un croisement des contentieux. À ces propos, la Cour constitutionnelle est à la fois un juge pénal, un juge électoral, un juge de l'administration et un juge des pouvoirs politiques. Ce n'est pas à tout le monde d'abord qu'il est permis d'interpréter la Constitution. La Constitution, c'est comme la Bible, il faut quand même étudier un peu. Okay? Donc, et puis, sur le plan formel, il n'y a que la Cour qui peut interpréter. Et même la Cour est tenue par le droit. Nous sommes dans un état de droit. La Cour constitutionnelle a déjà rendu un nombre important d'arrêts. Ces décisions, dont les plus connues du grand public, sont intervenues dans un contexte politique sensible et surtout des méfiances entre les acteurs politiques, ce qui a donné l'occasion à une pluie de critiques venant de toutes parts, des non-initiés à la science des droits, se comportant souvent en kamikaze en commentant des décisions de justice. Et pourtant, cela contribue en réalité à affaiblir l'œuvre de la Cour. Lorsque je recevais les apprenants et les doctorants en droit, je regardais beaucoup dans la salle de conseil ici. J'ai vu les commentateurs des décisions de justice devant moi. La seule question que je leur ai posée, comme doyen, qui vous a appris à interpréter les lois telles que vous le faites à la télévision? Vous l'avez appris où? Ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter les décisions de justice. Ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter un texte. Et attention, votre point de vue sur un texte, ce n'est pas ce point de vue-là qui prévaut. Lorsque vous commentez un texte, vous devez avoir sa ratio legis, son histoire, son origine. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne devez pas écorcher sur la volonté du constituant ou du législateur pour en faire votre. Et bien souvent, nous avons beaucoup de prophètes, des évangélistes constitutionnels, j'allais dire des pèlerins constitutionnels, mais ils ne sont pas pèlerins parce qu'ils ne sont pas assez connus en dehors de 4 000 de notre pays. Après avoir vécu une sorte de sommeil prolongé qui lui ont infligé les gouvernants, la renaissance d'une cour constitutionnelle coïncide avec l'émergence d'une volonté politique de construire un état de droit fondé sur la juridicisation de la vie politique. Justicia, pour tout savoir sur les droits.